Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'identité nationale de santé, autrement appelée INS, et à sa mise en pratique dans médecine libérale. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement donc aux médecins libéraux. Cette identité numérique de nos patients est un nouveau sujet pour les professionnels libéraux. Nous vous proposons donc ici de faire un point complet avec tous les éléments clés liés à cette INS. Donc les personnes, qui sont en présence, donc je me présente, Sandra Malak, je suis, médecin hématologue et au sein de la task force, médecine de ville que je pilote pour le Ségur. Je collabore activement, avec, mes collègues en présence. Donc bonjour à tous, Margot Puguet, je fais partie de l'équipe INS au sein de l'Agence du numérique en santé ou ANS. Et donc Sandrine Frangel, donc représentante de la Caisse nationale d'assurance maladie au sein de la direction qui déploie un certain nombre de services numériques, dont mon espace santé, DMP, MS Santé en lien avec l'Agence du numérique en santé. Et je suis responsable du département d'accompagnement et de déploiement. Alors, certains points que nous verrons aujourd'hui sont plus une présentation générale, d'autres sont plus pointus et s'adressent plus à des professionnels qui ont déjà une connaissance et une pratique assez avancée de l'INS. Mais ainsi, dans cette vidéo, l'objectif est de constituer un document de référence vers lequel vous pourrez revenir en cas de question qui pourrait se poser dans votre pratique quotidienne, dans votre exercice. Donc, les points que nous aborderons aujourd'hui. Il y aura, quelques rappels sur l'INS, ses enjeux, notamment son articulation avec mon espace santé et le dossier médical partagé, les messageries sécurisées de santé ainsi que son fonctionnement. Comment déployer l'INS au sein de votre cabinet. Puis nous ferons un focus sur la validation de l'identité, par la médecine libérale et notamment sur la procédure, d'exception. Cette procédure, qui permet aux professionnels de santé, dans des cas très précis, de valider une identité sans présentation de la pièce d'identité par le patient. Ensuite, nous verrons quelques cas pratiques, pour vous aider, à qualifier, les identités et à gérer le retour du téléservice INSI et enfin, nous ferons un rappel, de la documentation à disposition. Sans plus attendre, Margot, je te laisse la parole. Entre plusieurs membres d'une famille, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et donc ce matricule, on l'appelle le matricule INS et associé à ce matricule, vous avez également 5 traits d'identité, que sont le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et code, enfin le lieu de naissance qui est sous forme, de code INSEE, qui est un code qui est différent du code postal. Et pourquoi ça? Donc en fait, un numéro isolé n'est pas considéré comme une garantie suffisante, car il peut être, source de nombreuses erreurs et donc c'est son association avec des traits d'identité stricts, qui va apporter un niveau de sécurité très élevé, à partir du moment où les bonnes pratiques, d'identification sont respectées par, l'ensemble des acteurs. L'INS provient des bases nationales de référence. Pour le récupérer, vous allez interroger le téléservice INSI qui est intégré ou qui sera prochainement intégré à votre logiciel. Et pour mémoire, l'utilisation de l'INS, de l'identité nationale de santé, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour les professionnels qui interviennent dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale des usagers. Alors, on va s'arrêter un petit instant sur, le matricule INS, qui est le premier composant de cette identité nationale de santé. Donc le matricule INS, il correspond au NIR de la personne. Le NIR, c'est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou RNIPP. Ce répertoire étant géré par, l'INSEE. Les personnes qui sont en cours d'immatriculation disposent quant à elles d'un numéro identifiant attente ou NIA, qui se transformera en NIR une fois l'immatriculation terminée. Alors vous utilisez peut-être déjà un NIR comme numéro de sécurité sociale pour, le remboursement des soins. Donc attention, ce numéro n'est pas toujours, identique au matricule INS. Comme je vous l'ai dit, plus haut, hein, un même numéro de sécurité sociale, il peut être utilisé par plusieurs personnes, alors que le matricule INS est unique à chacun. Par exemple, un parent qui va être l'ouvrant droit, et son enfant, l'ayant droit vont se partager le même numéro de sécurité sociale, mais en revanche, chacun aura bien son propre matricule INS.
Donc l'INS, elle est attribuée dès la naissance pour les personnes qui sont nées en France et dès l'immatriculation définitive auprès des organismes de sécurité sociale pour les personnes qui sont nées à l'étranger. Donc pour l'immense majorité des usagers, enfin l'immense majorité des personnes disposent d'une INS. Vous avez, uniquement certains usagers comme, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, de l'AME ou les touristes étrangers de passage qui ne disposent pas d'une INS. Alors, une petite diapositive pour, vous rappeler, bah, pourquoi utiliser l'INS du patient et les enjeux, derrière. Donc, on l'a vu, l'INS, c'est une entité de référence qui vous permet de fiabiliser les identités de vos patients et de limiter ainsi les risques d'erreur. En plus de l'intérêt en termes d'identito-vigilance, l'INS, ça va vous permettre, d'une part, de rattacher, directement un document reçu ou scanné à un dossier existant. Donc ça va vous permettre de simplifier le classement que vous ou votre secrétariat, vous pouvez effectuer aujourd'hui. Ça va vous permettre d'alimenter et de consulter le profil Mon espace santé de vos patients et leur DMP. Ça va permettre de maintenir, la qualité de votre base patient en détectant au plus tôt, les doublons potentiels et ainsi éviter, bah, la tâche, un petit peu fastidieuse que peut représenter la fusion, de 2 dossiers et puis ça vous permet d'échanger par messagerie sécurisée, que ce soit avec vos correspondants, donc via, votre, MSS, ou alors avec vos patients via la messagerie citoyenne de Mon espace santé. Alors, on arrive sur une notion, qui est importante, qui est la notion de qualification de l'INS. En fait, pour pouvoir utiliser et diffuser l'INS d'un patient et en particulier le matricule INS, il faut que cette INS, cette identité soit qualifiée. Et pour ce faire, vous avez 2 actions, à réaliser. On va s'arrêter sur la première, qui est donc la validation de l'identité. Ce qui est attendu ici, c'est de valider l'identité du patient à l'aide d'une pièce d'identité, à haut niveau de confiance. Cette opération, elle est réalisée au moins une fois. Ça peut se faire, lors de la première prise en charge, pour un nouveau patient, par exemple, ou à l'occasion d'une nouvelle prise en charge pour un patient que vous connaissez déjà. Sauf si vous avez déjà, par ailleurs, validé son identité et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le refaire de nouveau. Vous avez une procédure d'exception, Sandra en a parlé en introduction, que nous détaillerons un petit peu plus loin et qui a été donc introduite afin d'assouplir ce principe, de base. Le référentiel national d'identito-vigilance, le RNIV, liste les pièces d'identité qui sont considérées, comme étant à haut niveau de confiance. On peut notamment citer la carte nationale d'identité, le passeport et le titre, de séjour et à terme, des dispositifs, on va dire, un petit peu plus modernes, vont permettre de valider plus simplement l'identité des patients, par exemple au travers de l'application, Carte Vitale. Donc ça, c'est la première condition pour arriver, à la qualification et je laisserai Sandrine, vous présenter, la deuxième action à réaliser. Donc la deuxième action, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est faire appel au téléservice qu'on appelle téléservice ITSI, donc qui est développé par l'assurance maladie et qui va permettre de récupérer l'INS du patient qui est l'INS qui est dans les référentiels que l'on a évoqués tout à l'heure. Donc il faut savoir que cet appel au téléservice INSI est intégré à votre logiciel ou va l'être prochainement puisque c'est une fonctionnalité qui figure dans la version Ségur de votre logiciel métier. Donc vous allez pouvoir appeler le téléservice soit en insérant la carte vitale du patient dans le lecteur ou en utilisant les traits d'identité du patient que vous connaissez dans le logiciel. C'est vrai qu'on préconise souvent l'appel avec la carte vitale du patient il faut savoir que l'appel avec la carte vitale du patient, c'est vraiment pour appeler les données du téléservice. Ce qui va faire foi, ce sont les traits d'identité que l'on va récupérer via le téléservice dans le référentiel INS et non les données qui figurent sur la carte vitale qui peuvent être de temps en temps, qui ne sont pas des données à jour. Donc, il faudra vraiment se fier aux données qui seront retenues par le TLS INSI. Peut-être pour vous
vous préciser en introduction que, pour pouvoir accéder, vous authentifier, enfin accéder au téléservice INSEE, que Sandrine vous a présenté, vous avez 2 modalités. Soit vous utilisez la carte CPX. Donc dans les CPX, vous avez la CPS, la CPF, et les CPE nominatives, ou alors vous pouvez utiliser un certificat logiciel. C'est, les certificats logiciels, vous pouvez les commander auprès de l'ANS, et également les cartes, les CPE nominatives, et vous avez notamment un outil qui s'appelle l'outil TOPS, qui est mis à votre disposition si vous souhaitez pour commander ces cartes. Voilà. Donc c'est vrai que la délégation, à un membre du personnel et notamment au secrétaire via la CPE nominative peut être intéressant, donc de déléguer cette tâche de qualification quand vous avez bien sûr, un secrétariat et on vous invite effectivement à commander ces CPE nominatifs si ça n'est pas encore le cas. Ça peut vous aider dans la gestion, quotidienne au sein de votre cabinet. Et on vous a mis donc le lien sur le support pour accéder, directement à l'outil si besoin. Pour la première opération, bah, Sandrine vous l'a présenté. Peut-être donc qui va vous permettre de récupérer, l'INS, qui est contenu dans les bases de référence. Peut-être pour vous préciser également que, le téléservice dans ce cas-là ne va vous retourner qu'une seule identité. C'est-à-dire que si jamais il ne trouve aucune identité, bah, il vous renverra un message comme quoi il a trouvé aucune identité, et à l'inverse, si jamais il a trouvé plusieurs identités approchantes dans les bases de l'état civil, il va vous retourner un message vous disant qu'il y a plusieurs identités, qu'il va falloir affiner votre recherche. Et en tout cas, il ne va pas vous proposer de liste, voilà, approchant de toutes les identités. Et on verra un petit peu plus loin comment vous pouvez faire quand vous avez ce genre de retour du téléservice INSEE. Je n'ai trouvé aucune identité, ou j'ai trouvé plusieurs identités. Voilà, on a quelques petites, actions à vous proposer qu'on verra tout à l'heure. Peut-être Sandrine, si tu veux aussi présenter du coup la Oui. 2e opération? Oui, alors on nous interroge, hein, souvent, sur le fait de récupérer une INS qui proviendrait d'un système d'information différent, donc d'un autre professionnel de santé. Alors il faut savoir qu'il faut vraiment que vous, au niveau de votre cabinet, vous puissiez qualifier cette, INS au moins une fois donc, pour votre patientèle. Donc c'est vraiment une opération là qui va peut-être demander un petit peu de temps pour, valider et qualifier toute votre patientèle que, bah, vous voyez depuis, quelques mois, quelques années, mais c'est à faire une fois, et une fois que vous aurez qualifié les INS de votre patientèle courante, voilà, vous pourrez échanger, comme on disait, alimenter le DMP, échanger avec vos confrères via messagerie ou échanger avec, les patients via Mon Espace Santé, de façon, sécurisée et fiabilisée. Donc vraiment, quand vous devez vérifier donc du coup l'INS qui est transmise par un correspondant, donc un confrère par exemple, et donc faire cet appel au TLS INSI et donc qualifier une fois l'INS de chacun de vos patients. On vous a mis une régularité, une vérification. On considère que pour la médecine de ville, il faudrait refaire à peu près cette qualification tous les 5 ans environ, puisque effectivement, on peut, la pratique nous le montre qu'il peut y avoir des changements, dans l'identité des patients. Donc, voilà, ça sera une opération qui sera, à renouveler, d'ici, 5 ans et donc l'appel à l'opération, donc l'appel du téléservice peut se faire soit de façon unitaire, au moment où vous voyez, un patient qui vient en consultation, soit de manière, de masse, qu'on appelle de masse, où vous pouvez, avoir un appel pour un certain nombre de vos patients et donc, comme on le disait à l'instant, vous utilisez soit votre CPS, soit une CPE nominative, par exemple, si vous faites déléguer cette tâche à une assistante ou un certificat, logiciel qui peut aussi être utilisé dans ce cadre. Mmh. Alors, on vous propose donc maintenant qu'on vous a présenté un petit peu les bases, cette notion de qualification, les actions à réaliser et le téléservice INSEE, les 2 opérations, donc l'opération de récupération et l'opération de vérification. On va pouvoir se concentrer un petit peu sur, bah, qu'est-ce qu'il va falloir, faire pour, déployer l'INS au sein de votre cabinet. Alors,
Déjà, on vous invite, dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à contacter votre éditeur de logiciel, afin de savoir lorsqu'il sera en capacité de vous livrer une version logicielle qui va vous permettre de gérer l'INS, si ce n'est pas déjà fait. Et donc pour mémoire, les éditeurs, sur, la partie INS ont 2 gros chantiers, on va dire, à mener. Le premier, c'est de se faire autoriser pour appeler le téléservice INSI. On vous a mis ici la liste, des éditeurs, enfin des logiciels qui ont été autorisés. Hem et ensuite la 2e action, on en a déjà un petit peu parlé, c'est de faire évoluer les logiciels pour que, ceux-ci, vous permettent de gérer correctement l'INS et les mesures d'identito-vigilance associées. Et ça, donc c'est, on va dire, tamponné par, le référencement Ségur et donc vous avez la liste des logiciels référencés Ségur. Là, vous avez le lien, voilà, également sur la diapo. Donc ça, c'est la première action qu'on vous invite à faire et ensuite, dans l'idéal, ça va être d'informer votre patientèle, de l'arrivée de l'INS, des nouvelles règles, qui vont notamment leur demander, d'attester de leur identité auprès des professionnels libéraux et donc pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur, le kit de communication, qu'a réalisé, l'ANS. Là encore, on vous a mis le lien sur la diapo et donc dans ce kit et vous le trouverez aussi sur le site de l'ANS et donc dans ce kit, vous allez avoir plusieurs affiches, à destination des patients pour les informer, de l'INS et de cette, demande de validation d'identité. Vous y trouverez également une FAQ, et puis un dépliant à destination, des patients que vous pourrez par exemple placer dans votre salle d'attente. On va faire un petit point également sur ce que l'INS va changer dans votre pratique. Donc on l'a vu, votre logiciel, de gestion de cabinet, il va évoluer. Donc pour vous permettre, déjà d'appeler, le téléservice INSI, de l'assurance maladie. Vous allez également voir votre logiciel évoluer pour vous permettre de contenir l'ensemble des champs obligatoires pour créer une identité. Je pense notamment, au code INSEE. Également pour gérer l'ensemble des traits qui est renvoyé par le téléservice INSI, donc le matricule INS, la liste, des prénoms. Vous allez également voir apparaître des statuts de l'identité qui, en fait, matérialisent le niveau de confiance d'une identité. Est-ce qu'on est sur une identité provisoire, validée avec une pièce d'identité, simplement récupérée depuis le téléservice INSI ou alors qualifiée quand on a à la fois récupéré l'INS et qu'on a validé l'identité? Vous allez également voir 2 identités qui vont bien être séparées. Une identité de prise en charge, une identité patient qui sera, qui sera l'INS et à côté, une identité purement liée à la facturation, au remboursement des soins, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, les 2 notions, prise en charge, sanitaire et tout ce qui est facturation, remboursement des soins. Voilà, ce sont des choses qui sont bien séparées et l'INS n'intervient que pour la prise en charge, du patient. Hem et puis également, vous allez voir dans votre logiciel va évoluer pour vous permettre d'indiquer si vos identités ont été validées, à l'aide d'une pièce d'identité ou à l'aide de la procédure d'exception sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Ensuite, lorsque vous allez créer un nouveau dossier informatique, on va dire, on va vous inviter à ne plus utiliser l'identité qui est portée sur la carte vitale. L'idée, c'est que vous allez interroger le téléservice INSI en insérant la carte vitale dans le lecteur. Vous allez enregistrer l'INS que vous avez récupéré. Après, vous êtes assuré, que ce qu'on vous a renvoyé, c'est cohérent avec l'identité, du patient, que vous avez en face de vous. Pour un patient que vous connaissez déjà, la validation de l'identité, vous allez la faire, lors d'une de ses prochaines venues, si vous n'aviez pas déjà validé l'identité et la récupération de l'INS va se faire, au même moment, au fur et à mesure, au fil de l'eau. Il n'y a pas besoin de, qualifier les identités de toute votre base patient. Ça peut, voilà, se faire, au fur et à mesure que vos patients se présentent à nouveau et pour les patients que vous ne prenez plus en charge, il n'y a pas besoin de chercher à récupérer leur INS et de qualifier leur identité. C'est uniquement pour les nouveaux patients et les patients que vous voyez régulièrement, enfin que vous prenez encore en charge.
À noter également, hein, que, bah, du coup, Sandrine on a un peu parlé, mais ces 2 actions, le fait d'appeler et d'interroger le téléservice INSEE et de vérifier, de valider la pièce d'identité, ça peut être réalisé par votre secrétariat, bien sûr s'il existe et s'il possède, des cartes, CPE nominatives. Et puis enfin, bah, on vous invite dans la mesure du possible à contacter, voilà, votre éditeur pour voir comment tous ces changements vont se matérialiser dans votre logiciel. Alors, on vous propose de passer maintenant à de faire un petit focus sur cette, validation de l'identité et de voir notamment avec vous cette fameuse procédure, d'exception et dans quel cas l'utiliser. Alors déjà, bah, pourquoi c'est important de demander à vos patients de présenter, au moins une fois une pièce d'identité? Alors effectivement, certes, hein, vous pouvez, tout à fait bien connaître votre patientèle, mais sans pour autant connaître leur identité officielle. Et en fait, la vérification de l'identité, ça fait partie des bonnes pratiques qui sont destinées à améliorer, la confiance lors des échanges de données de santé entre professionnels impliqués dans le parcours de santé de l'usager. Cette opération, en fait, elle vise à garantir, une identification qui soit uniforme, qui soit fiable, du patient, toujours dans l'idée de sécuriser son parcours et puis, le traitement qui va être, fait sur ces données. Ça permet, on l'a déjà dit, d'éviter tout ce qui va être doublon, perte d'informations, qui vont pouvoir, bah, s'avérer assez préjudiciables pour la prise en charge, du patient et puis ça vous permet de faciliter, voilà, l'intégration, d'un résultat dans un dossier ou d'un autre, document au dossier, d'un patient. Et c'est important d'avoir en tête que cette, vérification, cette validation de l'identité n'a rien à voir avec un contrôle d'identité qui peut être mené par la force publique. Et je le rappelle, une nouvelle fois, hein, mais l'objectif de l'INS, et de la vérification de cette identité, ce n'est pas de lutter contre la fraude. On l'a déjà dit, mais il n'est pas obligatoire de réaliser cette action, cette validation de l'identité, pour, l'ensemble des patients de votre base, ni à chaque venue du patient. Il y a juste besoin de valider l'identité une fois pour les patients que vous suivez et que vous prenez en charge. Et par ailleurs, le CNOM a estimé qu'il n'était pas contraire, à la déontologie médicale pour un médecin de demander la pièce d'identité. Et dans le cas où, l'identité, voilà, du patient, vous n'avez pas pu, la vérifier, vous n'avez pas pu la valider, on ne pourra pas arriver à une INS qualifiée. Donc vous ne pourrez pas utiliser le matricule INS, mais c'est important aussi de le souligner, ce n'est pas bloquant pour la prise en charge du patient. L'absence d'INS n'est pas bloquante pour la prise en charge, du patient. Alors, que faire, si votre patient, bah, refuse de vous présenter une pièce, d'identité? Alors, on peut vous inviter à lui expliquer déjà, bah, que la qualité de son identification, c'est le gage, de la sécurité de ses soins, que ce soit actuels ou, ses soins futurs. Que le fait de valider son identité, d'attester son identité, c'est une exigence nouvelle qui a été rendue opposable à tous les acteurs de santé, et notamment les usagers et que cette mesure, comme voilà, on vous l'a précisé, elle vise vraiment à améliorer la confiance dans les données qui vont être échangées entre tous les professionnels qui vont intervenir, qui vont participer, à sa prise en charge. Et donc je vous le disais, dans le cas où l'identité du patient, elle n'a pas pu être vérifiée, donc l'INS ne peut pas être, qualifiée, ne peut pas être utilisée pour échanger, entre professionnels de santé et du médico-social, mais ce n'est pas bloquant pour la prise en charge du patient. Vous pourrez, continuer à échanger, voilà, de l'information, mais en revanche, il ne vous sera pas possible d'alimenter, le profil Mon Espace Santé, notamment le DMP de votre patient si vous ne disposez pas de son INS qualifié. Le 3RIF, qui est un réseau, d'experts, en identiovigilance, en région, a produit un certain nombre de fiches pratiques et vous avez notamment on vous a renvoyé ici vers une, fiche pratique qui va pouvoir vous aider sur, la conduite à tenir lorsque l'usager ne peut pas justifier son identité. Ça pourra aussi vous donner quelques billes et quelques clés pour vous aider lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation. Et Sandrine, je te laisse la main peut-être sur la procédure d'exception.
Oui, alors on en a parlé, tout au long de cette, présentation. On a tenu compte en fait, hein, des remontées qui nous ont été faites, par les représentants des médecins, sur les situations où en fait, le médecin n'a aucun doute sur l'identité de son patient. Il le connaît depuis longtemps, il a déjà eu l'occasion de vérifier son nom, prénom, sa date de naissance et la le fait de demander dans ces cas-là au patient sa pièce d'identité est apparu, comme un irritant, vraiment par rapport à ces remontées, des représentants de la profession. Donc il a été décidé de mettre en place une procédure, d'exception, donc qui est ouverte, notamment aux médecins qui qualifient eux-mêmes, c'est-à-dire, aux médecins qui, ne délèguent pas cette tâche de qualification à un secrétariat. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'au niveau du secrétariat, après cette, vérification de l'identité avec présentation, de la pièce d'identité, ne pose a priori pas de difficulté, à la différence de cette qualification qui aurait lieu au sein du cabinet avec le médecin lui-même et pendant une consultation. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en place cette procédure d'exception uniquement quand c'est le médecin qui va procéder à cette qualification de l'INS et dans le cas aussi où où vous n'avez aucun doute, comme on le disait, sur les traits d'identité du patient. Donc là, dans ce cas-là, on vous recommande fortement hein, d'utiliser notamment la carte vitale pour l'appel. On a vu qu'on pouvait aussi le faire par les traits d'identité connus dans le logiciel, mais dans le cas de cette procédure d'exception, on vous recommande de le faire vraiment avec la carte vitale ou avec les traits d'INS que vous pouvez retrouver dans un document qui a pu vous être adressé par un confrère et qui comporte les éléments sur l'INS d'un patient. Vous pouvez aussi, au moment de cette qualification, échanger avec le patient juste quand il y a l'appel au téléservice pour qu'il vérifie de concert avec vous ses traits d'identité. Et vous ne qualifierez, vous donnerez le go à la qualification que si si vous vérifiez la concordance parfaite entre les traits connus et les données renvoyées par le téléservice INSI. Donc, comme je vous le disais, on a vraiment voulu périmétrer hein, cette exception au cas des médecins notamment sans délégation de cette procédure de qualification de l'INS. Donc, vos éditeurs, pour certains, ont déjà intégré cette procédure d'exception. On aura à la fin du mois de mars, au début avril, plus de 50% des éditeurs qui l'ont intégré et les autres vont suivre sur le mois d'avril. Donc, vous allez très vite voir cette nouvelle mention dans votre logiciel avec, vous voyez, une mention qui apparaîtra, qui vous permettra d'attester que vous connaissez l'identité de votre patient et qu'il y a une correspondance parfaite avec les traits appelés dans le téléservice et qui vous permet de partager les données en toute sécurité et notamment l'alimentation du DMP au sein de mon espace santé. Et donc, c'est une mention qui va être ajoutée qui vous permettra cette qualification sans recours à la pièce d'identité. Vous allez recevoir aussi un mail de l'assurance maladie qui vous informera de cette procédure d'exception et qui vous renverra aussi sur le site amélie.fr ou le site e-santé avec l'ensemble des documents, mémos, fiches repères évoqués tout à l'heure par Marco et l'ensemble des documents vous permettant un accompagnement au mieux de vos patients et de vous-même sur ce déploiement de l'identité nationale de santé. Alors, je vous propose, donc, on a vu un petit peu, les bases, de l'INS, du téléservice INSI. On a vu également les actions à mener pour déployer l'INS. On est passé sur la partie validation de l'identité et maintenant, on vous propose de faire un petit temps pour voir avec vous, pour vous aider à gérer au quotidien, les retours du téléservice INSI. On va voir voilà, il y a différents retours qui peuvent être faits et en fonction de ces retours-là, quelles sont les actions? Qu'est-ce que vous pouvez faire derrière? Est-ce que vous pouvez récupérer l'INS? Est-ce que vous pouvez la qualifier? Et cetera, et cetera. On sait ce sur quoi, on va se pencher maintenant. Alors déjà, voilà, il se peut que que vous constatiez des bugs dans votre logiciel. Alors la première chose à faire, c'est de qualifier, ce bug et d'où ça vient, parce qu'en fonction de l'origine, les actions vont être différentes à mener.
Alors le bug que vous constatez, ça peut être lié tout simplement, à l'ergonomie du logiciel ou, voilà, à une erreur, un dysfonctionnement très spécifique sur votre logiciel et dans ce cas-là, la conduite à tenir, c'est de vous rapprocher de votre éditeur pour voir le problème directement avec lui. Le bug que vous constatez, ça peut être lié aussi à un écart, en fait, entre, l'identité qui va vous être retournée par le téléservice INSEE et l'identité qui va être inscrite sur la pièce d'identité. Donc je me place dans le cas, hein, où la pièce d'identité, est vérifiée. Donc dans ce cas, on a fait une petite fiche pratique, très synthétique et qu'on va vous présenter par la suite, sur la conduite à tenir, bah, voilà, quand vous observez des écarts entre ce que vous retourne le téléservice INSEE et ce qui est indiqué sur la pièce d'identité. Est-ce que je peux récupérer l'INS? Est-ce que je peux qualifier? Est-ce que je reste sur mon identité locale? Et cetera, et cetera. Troisième possibilité, donc de ce bug, ça peut être lié et j'en ai parlé tout à l'heure, au retour que va vous faire le téléservice INSEE parce qu'il a soit trouvé aucune identité dans la base ou alors il a trouvé plusieurs identités dans la base. Alors dans ce cas-là, hein, c'est pas un bug, c'est le comportement attendu du téléservice INSEE qui ne vous retourne qu'une identité unique. Et là aussi, on a une petite fiche pratique que je vais vous présenter par la suite pour vous, voilà, donner quelques conseils, quelques, clés lorsque vous vous retrouvez face à cette situation-là. Et en dernier, enfin dernier point, donc le bug peut être lié à une non-conformité, sur un logiciel qui a par ailleurs été référencé Ségur et donc si ça c'est avéré, vous pouvez faire un signalement, et donc vous avez un lien, un formulaire qui est disponible pour cela et le lien est sur la diapo. Alors, donc je vous propose qu'on se concentre sur le cas où vous avez constaté un écart entre ce que vous a retourné le téléservice INSEE et l'identité qui est sur la pièce d'identité. Alors déjà, pourquoi on peut avoir ces écarts-là? Tout simplement parce que les bases qui sont, à l'origine, les bases sources sont différentes. En fait, le téléservice INSEE s'appuie sur une base d'identité, une base nationale donc, qui est le RNIPP, qui est géré par l'INSEE. Pour les personnes nées à l'étranger, la base utilisée, c'est le SNGI, qui est le Système national de gestion des identifiants, qui est géré par la CNAV. Et en fait, à l'inverse, les titres d'identité se basent, sur une autre base, qui est la base TES, la base des titres électroniques sécurisés et qui est gérée par le ministère de l'Intérieur. Et donc on le voit bien, comme ce sont des sources d'identité différentes, RNIPP/SNGI d'un côté, base TES de l'autre, bah, tout simplement, il peut y avoir des écarts, ce qui va expliquer que vous voilà, les éventuelles divergences que vous allez constater. Alors, pour traiter ces écarts, on vous propose un petit arbre décisionnel, pour vous offrir la possibilité d'aller jusqu'à la qualification l'INS. Petit point de vigilance, enfin voilà, hein, ce sont vraiment des préconisations. On ne vous impose pas de qualifier quoi que ce soit s'il y a une discordance. C'est à vous de juger si l'acceptation de cette INS, ça va présenter un risque ou non, et si voilà, ça aura une conséquence sur la prise en charge ultérieure, du patient. Alors déjà, la première question à vous poser, c'est, j'ai une INS qui m'est proposée, est-ce que c'est bien la bonne personne physique? Parce que même si les traits peuvent être différents, est-ce que c'est bien la bonne personne ou pas que m'a renvoyé le téléservice INSEE? Vous avez par exemple pu faire, une faute, en saisissant, le nom, lors de l'appel au téléservice INSEE et donc forcément on a récupéré l'identité d'une autre personne. Donc évidemment, si ce n'est pas la même personne, si ce n'est pas la bonne personne, on s'arrête là. On essaie de trouver d'où peut provenir l'erreur et on va essayer de réinterroger le téléservice INSEE. Si jamais on est sûr qu'il s'agit bien de la bonne personne, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que la discordance, est-ce que l'écart porte sur un des traits que vous allez utiliser pour la recherche de l'identité si le patient revient ou un des traits qui va être utilisé pour une prise en charge en identification secondaire. Donc, par exemple, s'il y a des examens à mener, etc. etc. Donc, les traits utilisés pour la recherche, ce sont la date de naissance, le nom de naissance, le premier prénom de naissance et le sexe. Donc si l'écart, la discordance, elle porte sur un de ces traits, on s'arrête là, vous ne pouvez pas qualifier l'INS.
Par contre, si elle ne porte pas sur, un de ces traits, donc si elle porte sur un autre trait, donc par exemple, le lieu de naissance ou la liste des prénoms, là, on considère que il y a des possibilités pour pouvoir qualifier, l'INS. Par exemple, si on a une discordance sur, le second prénom, on a Daniel avec un L d'un côté, Daniel avec 2 L de l'autre, on peut considérer que vous pouvez qualifier puisque l'écart ne porte pas sur le premier prénom. Alors, on a une petite fiche, récap dont je vous ai parlé tout à l'heure qui liste, les écarts, les plus fréquents qui ont pu être constatés entre ce qui est indiqué sur la pièce d'identité et ce qui est tourné, par, le téléservice INSEE et face à ces différents cas, on a, voilà, une proposition de conduite, à tenir. Alors, ce qui est important de retenir, si, on se concentre sur la première partie, donc, les tirets, apostrophes versus espace. Donc, vous avez un tiret ou une apostrophe qui est remplacé par un espace, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc sur la pièce d'identité ou, dans l'INS. Alors, on considère que vous pouvez accepter l'INS si la recherche dans votre logiciel, elle est insensible à la présence du tiret et de l'apostrophe. Pourquoi? Parce que votre logiciel, dans ce cas-là, comme il est insensible à la présence du tiret ou de l'apostrophe, votre logiciel va vous retrouver l'identité, même si vous recherchez avec Sarah-Lou ou Sarah espace Lou. Si vous avez un logiciel qui est référencé Ségur, la recherche dans la base d'identité, elle doit être insensible à la présence du tiret et de l'apostrophe. Donc, vous pouvez récupérer l'INS. Et si vous avez par ailleurs validé l'identité du patient, on va arriver sur une identité qui est qualifiée. En revanche, si la recherche dans votre logiciel, elle est sensible à la présence du tiret ou de l'apostrophe, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas, enfin, on vous conseille de ne pas récupérer l'INS et de rester sur une identité qui sera au mieux validée. Si sur la pièce d'identité, vous avez, donc je continue, hein, sur le tableau, vous avez Sarah virgule Lou, donc c'est-à-dire que le premier prénom, c'est Sarah, mais que dans l'INS, on vous renvoie Sarah-Lou. Là, dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas récupérer l'INS, car on est dans un cas où, il y a, où le premier prénom, en fait, est différent. Donc on vous conseille de rester sur votre identité locale qui sera donc au statut validé au mieux si vous avez validé l'identité de, du patient en question. Si jamais on a un nom de naissance qui est différent, là, la consigne, c'est de ne pas chercher à récupérer l'INS, de conserver l'identité, locale ou l'identité sur la pièce d'identité. Donc pareil, hein, c'est sur, pourquoi? C'est parce qu'on est sur, un des traits qui est utilisé pour la recherche, donc risque de ne pas retrouver l'identité par la suite ou de créer ensuite des doublons de dossiers, des collisions de dossiers. Si l'écart porte sur, le 1er prénom. Alors dans le premier exemple, on voit que sur la pièce d'identité, le premier prénom est Nathalie. L'INS nous retourne comme premier prénom un autre prénom, ici Marie-Pierre. On a un écart sur le premier prénom qui est utilisé pour la recherche, donc il y a un risque de ne pas retrouver le patient. On retourne sur ce qu'on disait tout à l'heure, le conseil, c'est de ne pas récupérer l'INS et de conserver l'identité qui est sur votre pièce d'identité ou l'identité qui est locale. Alors en revanche, si vous avez, sur la pièce d'identité, une erreur qui est grossière sur le premier prénom, donc là, par exemple, dans l'exemple, on a Caroline avec 2 R sur la pièce d'identité, et le patient vous confirme que expressément, voilà, qu'il s'agit bien d'une faute sur sa pièce d'identité. Bon, bah, là, vous pouvez saisir le prénom sans erreur dans votre logiciel et vous récupérez l'INS si, bien entendu, le reste de l'INS est cohérent avec les dires, du patient. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si l'erreur est grossière dans l'INS et que la pièce d'identité est bonne, donc on a Caroline avec un R sur la pièce d'identité, Caroline avec 2 R qui est retournée par le téléservice INSEE, là le conseil c'est de ne pas récupérer l'INS. Parce que si jamais vous allez vous récupérer l'INS, c'est cette INS, donc avec Caroline avec 2 R, qui va venir remplacer vos traits d'identité existants et les traits INS, vous n'allez pas pouvoir les modifier. Donc vous allez
avoir une identité avec, Caroline avec 2 R, alors que voilà, ce n'était pas correct. Donc ce qu'on vous conseille, là, c'est de rester sur une identité locale qui, au mieux, va être validée avec la pièce d'identité. Si vous avez un nom de prénom qui est, différent et que le premier prénom est identique, là, vous pouvez récupérer l'INS et aller jusqu'à la qualification. Si on est sur, voilà, à partir du moment où vous avez, validé l'identité. En revanche, si on est sur une date de naissance qui est différente, un sexe qui est différent, ou un libellé du lieu de naissance qui est différent, là, ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas chercher à récupérer l'INS et de rester sur votre identité locale, au mieux identité validée. Ensuite, vous pouvez avoir des, codes, géographiques qui, peuvent être un petit peu étonnants. Alors ça, c'est lié à il y a plein de sujets, c'est un petit peu complexe derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail, Donc, mais, il a été la décidé en consigne, fait c'est de lorsque mettre en vous place. avez un écart sur le code, INSEE, vous avez la possibilité de récupérer l'INS et d'aller jusqu'à la qualification de l'identité. Bon, on vous a mis l'information, mais sachez qu'il y a certains logiciels qui n'acceptent pas des codes qu'ils ne connaissent pas dans leur propre référentiel, mais c'est assez limité, voilà, en général, le logiciel va l'accepter. Donc bien entendu, si votre logiciel ne connaît pas le code qui est renvoyé et donc ne vous permet pas de récupérer l'INS, bah, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas aller jusqu'à la qualification et vous allez rester sur une identité qui est validée. Voilà. Hem Alors donc là, on a vu un petit peu la conduite la conduite qu'on vous propose, que vous pouvez mener quand vous êtes confronté à un écart. Et il y a aussi une petite démarche à mener par le patient, en fonction de là où provient l'erreur, si l'écart vient de la pièce d'identité ou vient de l'INS. Si l'écart provient, de l'INS, le patient doit demander en fait à ce que son identité soit, rectifiée. Si le patient est né en France, donc excepté Nouvelle-Calédonie, il doit passer par les services de l'INSEE. Donc il y a un service en ligne qui existe, on vous a mis le lien sur la diapo, et vous avez également un petit dépliant, qui a été réalisé pour expliquer la démarche à suivre par le patient et que vous pouvez soit remettre à votre patient ou en tout cas l'orienter vers le site de l'ANS, sur lequel le dépliant, figure. Donc ça, c'est dans le cas où, le patient, est né en France et à l'inverse, si le patient est né à l'étranger ou en Nouvelle-Calédonie, là, dans ce cas-là, il doit se rapprocher de sa caisse locale d'assurance maladie pour demander une rectification de son identité. Donc ça, c'est le cas où l'erreur proviendrait de l'INS. Sachez aussi que pour les usagers qui sont en rupture numérique, il y a une adresse postale, pour contacter l'INSEE que voilà, on vous a mis également sur la diapo. Et à l'inverse, si jamais l'erreur vient de la pièce d'identité, bah là, dans ce cas-là, il faut inviter le patient à se rapprocher de sa mairie pour faire renouveler sa pièce d'identité. Alors, donc ça, c'était donc on a vu, hein, juste pour mémoire, si je reviens sur la première diapo récap, donc on a vu là, on a passé un petit peu de temps sur, qu'est-ce que je fais quand j'ai un écart entre ce que montre le téléservice INSEE et ce qui est mis sur la pièce d'identité et là, on va se pencher sur, la deuxième possibilité qui est, le téléservice INSEE ne m'a renvoyé aucune identité ou au contraire, m'a envoyé un message me disant qu'il avait trouvé plusieurs identités. Bah, qu'est-ce que je fais quand je suis confrontée à ces cas-là? Et donc là, pareil, on a fait une petite fiche pratique, que vous pourrez retrouver sur le site de l'ANS. Alors, on se met dans le cas où, le téléservice vous a renvoyé un message vous disant: «Je n'ai trouvé aucune identité». Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, la première chose à faire, c'est, de bien vérifier, si vous n'avez pas fait une erreur lorsque vous avez saisi l'identité, du patient. Vous avez par exemple pu inverser 2 lettres, 2 chiffres dans la date de naissance. Donc on vérifie les traits et ensuite on réinterroge le téléservice INSEE s'il y avait une erreur. S'il n'y avait pas d'erreur, donc il faut que vous ayez en tête et j'ai
un petit peu évoqué le sujet, que les codes géographiques de la naissance, donc les codes INSEE, qui font partie de l'INS, peuvent changer au cours du temps. C'est le cas, par exemple, des communes de la couronne parisienne, des anciennes colonies françaises. Et dans l'INS, dans l'identité nationale de santé, donc c'est le code qui était en vigueur à la naissance du patient qui est utilisé. Et donc, pour ces communes qui ont vu leur code INSEE changer au cours du temps, vous allez utiliser, vous ou le logiciel va utiliser le code INSEE actuel lors de l'appel au téléservice INSEE. Donc ce code INSEE actuel ne correspond pas au code en vigueur au moment de la naissance de l'usager et donc forcément le téléservice, ne pourra pas vous retrouver d'identité puisque les codes, seront, différents. Donc nous, par rapport à ça, la préconisation, c'est, et c'est également le message qu'on fait passer aux éditeurs, c'est de chercher à ne pas utiliser ce code INSEE en première intention lors de l'appel. Donc c'est-à-dire que lorsque vous faites appel à l'opération de récupération, de ne pas envoyer ce champ-là, en première intention. Donc si vous l'avez utilisé pour l'appel, la consigne, c'est de le supprimer et de chercher à réinterroger le téléservice INSEE et dans la majorité des cas, vous allez avoir une réponse qui va vous être retournée et ensuite, troisième possibilité, si vous aviez un tiret, dans un prénom composé, bah, essayez de le supprimer, et de le remplacer par un espace et puis réinterroger le téléservice INSEE. Donc pour aller plus loin, je vous le disais, vous pouvez consulter la fiche pratique en question. Et puis aussi un petit point de vigilance, j'en avais parlé au tout début, mais voilà, tous les patients ne disposent pas d'une INS. Les patients, enfin les personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État ou, les touristes étrangers de passage n'auront pas d'INS. Également les personnes qui sont en situation irrégulière ou les personnes étrangères qui bénéficient d'une convention internationale de soins. Voilà, toute cette population n'a pas d'INS et donc c'est normal de ne pas avoir de retour du téléservice INSEE et là, pareil, on vous recommande de ne pas chercher à appeler le téléservice INSEE pour ces patients. Et puis enfin, dernière possibilité, bah, le téléservice INSEE a trouvé plusieurs identités. Il vous a renvoyé un message vous disant que voilà, il faudrait que vous affiniez votre recherche. Que faire? Et bah, dans ce cas-là, voilà, là pour le coup, vous allez pouvoir utiliser le code de naissance puisque ça va être un code, discriminant, avec le risque qu'on retombe sur le cas, qu'on avait vu, juste avant et la possibilité, c'est également d'utiliser tous les autres prénoms. Puisque pour mémoire, lorsque vous allez appeler l'opération de récupération du téléservice INSEE, vous avez juste besoin de renseigner le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance et le sexe. Ce sont les 4 champs, nécessaires, obligatoires pour l'appel. Et le reste, donc la liste intégrale des prénoms de naissance et le code INSEE, ce sont des champs facultatifs. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas les mettre en première intention. Mais par contre, voilà, si le téléservice, vous indique qu'il a trouvé plusieurs identités, pour essayer d'affiner un petit peu la recherche, c'est là où ça va être intéressant d'utiliser ces 2 données, le code INSEE, ou alors de compléter avec la liste des prénoms de naissance. Et dernière petite chose sur, vous constatez un retour étonnant du téléservice INSEE que vous n'avez pas trouvé là dans les diapos précédentes, vous n'arrivez pas à expliquer, ce retour-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà dans un premier temps, ça va être de contacter votre DNS, ex, SIS, local, et puis en deuxième intention, ça va être de demander en fait à votre éditeur d'ouvrir un ticket auprès du centre de service du GE Vital qui est un organisme qui accompagne les éditeurs sur, notamment les téléservices de l'assurance maladie. Et l'éditeur, ce qu'il va devoir faire également, c'est transmettre les traces qui sont associées à l'appel, pour lequel vous avez eu un retour étonnant, pour qu'ensuite le GIE soit en mesure d'analyser ces traces et de comprendre d'où peut provenir, l'erreur ou en tout cas le retour étonnant. Peut-être pour compléter, Margot, sur les délégués du numérique en Mmh. santé, hein, qui sont les ex-conseillers informatiques services que vous connaissez et qui vous accompagnent au quotidien sur les sujets numériques. Effectivement, de façon générale, puisque le webinaire est assez dense et vous avez beaucoup
une boîte à outils assez complète qui vous est proposée. Ils ont connaissance de cette boîte à outils et pourront aussi vous aider à vous orienter dans les différents mémos qui sont mis à votre disposition. Donc voilà, vous les voyez régulièrement, vous avez leur contact privilégié, donc n'hésitez pas aussi à les solliciter pour cet accompagnement général. Après, comme le disait Margot, dès lors qu'on est sur une problématique liée au logiciel proprement dit, il faut vraiment passer par l'éditeur qui travaillera avec le GIE César Vital. Et du coup, pour faire, la transition, on va faire une petite, on arrive bientôt à la fin de notre webinaire. On va juste vous faire un petit récap de, toute la documentation qui est à votre disposition. Et vous avez, hein, tous les liens, notamment dans la présentation, et vous retrouverez tous ces documents sur le site de l'ANS. Donc déjà, 3 documents très synthétiques. Premièrement, un petit mémo, qui va vous rappeler, ce que c'est que l'INS, en quelques mots, ses enjeux, et qui va également vous décrire, revenir sur la procédure d'exception, dans quel cas elle s'applique, les garde-fous, et cetera, à prévoir. Et puis en parallèle, 2 fiches pratiques, donc que je vous ai présentées, et qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Celle sur, qu'est-ce que je fais quand j'ai un retour, aucune identité trouvée ou plusieurs identités trouvées du téléservice INSI. Et puis deuxième fiche, pratique, deuxième fiche réflexe, qu'est-ce que je fais quand je constate un écart entre, l'INS retourné par le téléservice INSI et puis l'identité sur la pièce d'identité. Et ensuite, tout un tas de documents, toujours sur le site, de l'ANS. Je vous en ai parlé, mais vous avez un kit de communication où vous allez retrouver notamment les affiches et des pliants à destination des patients, la FAQ pour les patients, également, ça j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais un dépliant, à destination des professionnels, libéraux, pour, vous aider également, 2 petites vidéos, enfin pour vous aider, ou aussi, des petites vidéos que vous pouvez mettre si vous avez, une télé par exemple, ou des écrans dans votre cabinet, dans votre salle d'attente. Vous pouvez éventuellement diffuser ces petites vidéos, sur ces écrans-là pour informer pareil, les patients de l'INS, de l'intérêt de l'INS dans leur prise en charge. Donc là, vous avez la vidéo de l'INS en quelques mots et la vidéo de l'INS dans le parcours de soins de l'usager qui illustre, justement, tout l'intérêt de l'INS dans une prise en charge coordonnée entre les acteurs de la ville, l'hôpital, le médico-social. Ensuite, une fois en question qui, vous est, destinée, donc pour le secteur libéral, des petites vidéos retour d'expérience et puis une plateforme de formation, enfin la plateforme de formation de l'ANS sur laquelle, vous avez pour l'instant des modules, INS, et vous allez très prochainement avoir des modules plus portés sur l'identito-vigilance qui, vont être, proposés sur cette plateforme. Juste Voilà, et pour puis compléter, oui, oui, oui. pardon. Juste pour compléter le mail que vous allez recevoir d'ici début avril par l'assurance maladie, vous remettra les liens à la fois sur le site de l'ANS et sur amélie.fr de l'ensemble de ces supports de communication. Donc voilà, vous pourrez les retrouver sur nos 2 sites respectifs, le site de l'ANS et le site amélie.fr. Excuse-moi Margot. Non, pas de souci. Je crois que de toute façon, on est arrivé au bout. Merci beaucoup pour votre écoute, et peut-être que Sandra, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup Margot et Sandrine, hein, pour ces explications qui éclairent très certainement ce sujet qui est l'identité nationale de santé. On espère que cette vidéo vous aura été utile. De la même façon que suite au premier tour issu de la pratique des professionnels sur le terrain, nous avons pu proposer une adaptation de la doctrine INS avec la procédure d'exception, notamment qui vient de vous être présentée et qui est d'ailleurs en ce printemps 2023 en train d'être déployée dans les logiciels des médecins de ville. Nous resterons attentifs à vos retours pour nous assurer de la bonne appropriation des usages. Nous vous remercions de nous avoir écoutés aujourd'hui et nous vous souhaitons donc une bonne prise en main de l'identité nationale de santé.